Bon, bienvenue à tous. Donc, ce TD de mécanique des solides va porter sur la résolution de l'exercice qui s'appelle disque pesant, donc posé sur la tranche. Donc, je vous ai représenté un petit peu en avance les dessins parce que je ne suis pas très doué pour faire des dessins à main levée, surtout quand il s'agit de tracer des cercles, comme vous pouvez le constater. Donc, j'ai refait le dessin qu'il y avait dans l'énoncé de l'exercice, l'exercice 9.1, donc qui s'appelle disque en contact ponctuel. Et je me suis juste permis de rajouter un petit peu de choses en fait sur le schéma. Alors pas grand-chose, en réalité, j'ai juste fait apparaître l'effort de réaction qui s'appelle F et qui est en jaune ici et qui est porté par E1. Et j'ai rajouté également le fait que quand on projette donc M qui a pour composante R, θ dans le repère cylindrique qui est centré en A, alors ça c'est un peu quelque chose d'un peu spécial, hein, c'est propre aux gens qui font du contact, ils aiment bien en fait centrer les repères cylindriques au point de contact, et c'est vrai qu'ils ont raison parce que ça simplifie énormément les équations. Et donc, ce point M, eh bien, vous constatez donc, que quand on projette ρ, donc cosinus θ, ça ne vous donne pas directement x1, mais plutôt en fait x1 moins r. Voilà. Donc r cos θ, pardon, moins r. Et quand vous projetez M suivant E2, bah là par contre vous trouvez que c'est bien r petit r sinus θ. Voilà, donc ça c'est pour faire le lien entre les deux repères qu'on va utiliser, le repère cartésien et le repère cylindrique. Alors cet exercice est un peu particulier puisque il montre comment on peut arriver à trouver la solution statiquement admissible en termes de contraintes sur un problème en additionnant, grâce au principe de superposition, on va additionner deux états de contrainte différents qui, pris indépendamment, sont totalement faux, c'est-à-dire qu'ils ne respectent ni l'équilibre en tout point du solide, ni l'équilibre à la frontière du solide que j'ai nommé ici d rond oméga. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aucun des deux donc, ne respecte ça, mais par contre, quand vous additionnez les deux, eh bien, d'un seul coup, vous tombez sur la solution statiquement admissible donc, du problème. Donc, c'est ça qui fait un petit peu la richesse de ce problème-là. Alors, j'ai fait deux schémas. Ce schéma-là est essentiellement est pour situer un point M qui est n'importe où à l'intérieur du disque. Donc ça, c'est celui que vous avez sur votre figure d'énoncé. Et j'ai fait un deuxième schéma qui est ici. Voilà, donc c'est le même. C'est une copie de l'autre en fait, sauf à un détail près, c'est que ici, j'ai positionné le point M sur la surface parce que en fait, je vais avoir besoin de cette figure-là lorsqu'on va me demander par exemple de calculer N, la normale à la surface latérale, et j'ai aussi besoin de connaître en fait qu'est-ce qui va lier petit r et θ lorsque le point M va se balader sur la surface latérale que j'ai appelée des ronds oméga. Alors, ce que vous pouvez constater ici, d'un point de vue purement géométrique, eh bien, on voit que l'angle θ, donc, qui part du point A avec E1, eh bien, cet angle θ là, eh bien, il est doublé entre un diamètre que j'ai repéré ici en vert et E1. Donc ça, c'est une relation que vous avez systématiquement lorsque vous avez un triangle rectangle qui est inscrit dans un cercle et dont l'hypoténuse, en fait, passe par le centre du cercle. Donc ça, c'est un théorème bien connu que normalement tout le monde s'empresse d'oublier, donc moi le premier. Donc c'est pour ça que je vous le rappelle ici. Effectivement, donc cet angle de θ va être très important pour la suite de problèmes. Et lorsque votre point appartient à la surface latérale, eh bien, vous constatez qu'on a une relation en fait entre les composantes cylindriques R et θ du point M, eh bien, c'est que petit r est égal à 2 grand R fois cosinus θ. Alors c'est quelque chose qu'on voit ici directement sur la figure. Maintenant, je vous le démontrerai également. Voilà, donc ces deux figures, j'essaierai d'y référer systématiquement. Mais normalement, vous avez éventuellement, vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez de cette figure-là, parce que celle-là, vous ne l'avez pas. Donc ça, je vous laisse quelques instants cette figure à l'écran. Et ensuite, derrière, on va attaquer le problème. Mais c'est intéressant d'avoir celle-là parce que je vais m'y référer de temps en temps. Est-ce que quelqu'un a une ou des questions sur l'énoncé en lui-même? Ou est-ce que l'énoncé est vraiment très très clair pour tout le monde?
Pas de questions, donc on commence donc à la première question de l'énoncé. Donc ici, on va vous demander donc de donner tout simplement l'intensité de la réaction au point A. Donc ça, c'est assez simple. On y va. Donc cette réaction, en fait, elle s'appelle F. Ça, c'est son intensité, c'est F. Et donc, eh bien, par quoi en fait ce disque est sollicité? Uniquement par la gravité. Donc du coup, on écrit le PFS, hein, somme des efforts égale à 0. Donc on va avoir F porté par E1 moins ρg fois, alors ρg pi r carré, ça c'est la surface du disque. Alors il ne faut pas oublier de multiplier par B, la largeur. Et tout ça, c'est aussi porté par E1, et ça doit être égal à 0. Donc ça, c'est le PFS. Donc du coup, vous en déduisez immédiatement que F, c'est égal à ρg pi grand R carré P. Voilà. Ça, c'était pas vraiment la question qui posait des problèmes. Donc du coup, ça, c'est ce qui permet l'équilibre statique du point, au point A du disque appuyé sur le plan qui est ici en partie assuré sur votre énoncé. Deuxième question, on va vous proposer un premier tenseur des contraintes. Donc, on vous propose un tenseur des contraintes. Alors, si vous le regardez bien, comme on va vous en proposer deux, du coup, j'ai décidé de prendre une petite liberté avec l'énoncé. Je vais l'appeler sigma, mais de petit 1, comme ça pour dire que c'est voilà, le premier tenseur de contrainte qu'on nous propose. Et l'énoncé est très compliqué pour pas grand-chose, parce qu'en réalité, vous n'avez qu'une composante qui est non nulle. Donc, il faut faire attention ici, vous êtes dans EI tensoriel EJ, mais I et J, en fait, varient de R à θ. Voilà. Donc, on ne va pas s'occuper de la composante suivante Z, hein, qui est une composante qui est suivant la profondeur du disque, donc suivant la largeur B, en fait. Donc là, on est dans le repère cylindrique, et il faut donc effectivement exprimer tout dans ce repère cylindrique si vous voulez pouvoir ensuite, par exemple, répondre à la question 2, c'est-à-dire calculer le vecteur contrainte. Donc cet état de contrainte, il est donné, et en plus de ça, eh bien, il se trouve que la seule composante non nulle, on vous la donne également, c'est celle qu'on trouve dans la littérature. On vous dit que sigma RR, c'est moins 2F, donc l'effort de réaction, sur pi cosinus θ divisé par petit r b, la largeur. Voilà, donc ça c'est, faites attention, hein, je ne l'ai pas mis, mais ça c'est sigma RR en un point M donné, ce point M ayant pour coordonnées cylindriques R, θ. Voilà, donc là je suis en un point M donné et j'ai donc sigma RR qui vaut ça. C'est pour ça que ici, mon sigma RR dépend de R et il dépend également de θ parce qu'il se trouve au point M. Donc je n'ai pas, contrairement à ce qu'on a souvent en fait dans nos exercices, ici je n'ai pas un état de contrainte homogène. L'état de contrainte est différent en tout point M. Alors, ensuite, si vous regardez bien donc, mon graphique, il faut que j'exprime la normale à la surface latérale si je veux pouvoir obtenir ce vecteur contrainte qu'on me demande. Alors, si je reprends ce graphique-là, voilà, il est représenté, ce vecteur ici. Voilà, c'est n en fait qu'il faut que je cherche. Et là, vous voyez immédiatement que n, c'est directement en fait cosinus θ projeté sur ER et sinus θ projeté sur Eθ. Donc on y va. Donc ici, on a n qui est égal à cosinus θ et sinus θ. Donc là, je suis dans le repère ER, Eθ. Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux calculer directement en fait mon tenseur des contraintes, pardon, mon vecteur contrainte. Mais avant, il faut quand même que je m'occupe d'une autre petite partie, c'est les coordonnées du point M. Je vous rappelle que je suis sur la surface latérale, donc si M appartient à d rond oméga,
Il me faut en fait, ces composantes classiques, c'est r θ, et j'ai trouvé graphiquement que petit r, c'était égal à 2 grand R cosinus θ. Donc voilà, ça c'est ce qui caractérise en fait on va dire, l'appartenance de M à des ronds oméga. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, si vous n'êtes pas très bon en géométrie au niveau graphique, vous pouvez carrément le calculer, cette chose-là. Donc, on va le faire d'une autre façon, hein. Vous avez en fait, dans l'énoncé, on vous dit que grand R, c'est x1 plus carré plus x2 carré. Alors attention, ça c'est toujours pour M, élément de D rond oméga, mais qui a pour composante x1, x2 dans le repère cartésien. Donc on vous dit que effectivement, si le point est sur le contour, grand R, c'est bien sûr racine carrée de x1 carré plus x2 carré. Donc ça, c'est dans l'énoncé. On a bien sûr les relations suivantes entre les composantes cartésiennes et les composantes cylindriques. On a x1 égale r cosinus θ moins grand R, et x2 égale r sinus θ. Ok, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on prend cette relation et on injecte en fait ce qu'on vient de déterminer ici, enfin ce qu'on avait dans l'énoncé, et vous avez juste à développer le calcul, vous allez trouver que ça fait petit r carré cosinus θ moins 2r grand R cosinus θ plus grand R carré plus petit r carré sinus carré θ égale grand R carré. Donc ça, c'est la même expression, mais élevée au carré. C'est plus simple, ça évite d'être obligé de prendre les racines carrées. Et donc ça, eh bien, en fait, vous avez des termes qui vont s'annuler automatiquement. Vous avez des termes qui vont faire cosinus carré θ plus sinus carré θ. Et à la fin, vous obtenez directement la relation qu'on voyait sur le graphique, c'est-à-dire petit r égale 2 grand R cosinus θ. Voilà, donc ça caractérise, je vous le rappelle, hein, c'est un point qui appartient à la surface latérale, des ronds oméga. Donc, comme n'importe quel équilibre de surface, la première chose que je regarde, c'est comment on calcule la normale. La deuxième chose que je regarde, c'est quelles sont les coordonnées des points qui se trouvent sur cette surface. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, du coup, je peux effectivement répondre à la question. Donc là, c'est... Voilà, je peux répondre à la question, c'est-à-dire que vaut T, le vecteur contrainte, à la surface. Donc T, c'est égal à mon tenseur des contraintes, une fois contracté à n, comme d'habitude. Bon, ici, c'est immédiat. Hein. Fois n, donc qui vaut cosinus θ sinus θ. Et là, je trouve un vecteur qui vaut sigma rr cosinus θ er. Et c'est tout. Je n'ai qu'une seule composante. Après, il se trouve qu'on me donne en fait sigma rr. Hein. Donc du coup, ça fait moins 2f sur pi cosinus θ sur rb, avec, toujours parce que m est élément de ma surface latérale, en fait, vous avez une relation, c'est toujours la même, hein, mais sauf que je la prends d'une autre façon, c'est égal à 1 sur 2 grand R. C'est la même relation que celle qui était ici, qu'on avait trouvée. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, si vous remplacez ça, vous allez trouver que T, c'est égal à moins 2f sur pi, facteur de 1 sur 2 grand R, b, le tout cosinus θ. Voilà. Et si vous simplifiez avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire avec f qui vaut ρ g pi grand R carré b, eh bien, votre vecteur contrainte sur la surface latérale, il vaut moins ρ g grand R cosinus θ er. Voilà la réponse à la question. Je le reprécise, hein, sur la surface latérale du disque. Voilà.
Donc, eh bien ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce que sur cette surface latérale, normalement, c'est une surface libre. Donc, si c'était une surface libre, je devrais avoir G par définition TD, c'est-à-dire la densité d'effort surfacique externe qui est donnée, elle devrait être nulle puisque c'est une surface libre. Et donc, visiblement, bah, je n'ai pas vraiment T égale TD sur cette surface. Donc, déjà, ce que je peux dire, c'est que cette surface, en fait, n'est pas en équilibre avec ce tenseur des contraintes-là. Donc, ça commence vraiment très, très mal, effectivement, pour ce tenseur-là. Si je veux trouver donc ce que vaut le même, en fait, parce que c'est ce qu'on vous pose en question, exprimer ce vecteur dans le repère O, E1, E2, eh bien, j'ai juste, tout simplement, alors, normalement, si je voulais le faire, normalement, il faudrait que je passe le vecteur t, en fait, ce qui m'intéresse pour cette question, qui est la question numéro 3, il faudrait que je projette t dans E1 et t dans E2. Sauf que si je voulais faire ça, il faudrait que j'exprime E1 et E2 dans le repère ER et Eθ. Donc il y a beaucoup plus simple en fait. Là, dans ce cas présent, vu que j'ai que ER, bah, il suffit que j'exprime ce que vaut ER dans le repère E1, E2. Et donc ER, en fait, c'est simplement cosinus θ E1 plus sinus θ E2. Ça, vous le voyez directement sur la figure. Et bah, du coup, il suffit que je remplace dans l'expression qui est ici, je remplace ER par la valeur que je viens de trouver en fonction de E1 et E2, et j'obtiens directement que T, c'est égal à moins ρ G grand R cosinus carré θ suivant E1 plus cosinus θ sinus θ suivant E2. Et là, j'ai donc encore une fois répondu à une des questions, puisque directement j'ai les composantes de t dans le repère E1 de E2, qui est le repère cartésien. Donc juste histoire de le consigner sur la vidéo, eh bien effectivement ce qu'on s'aperçoit c'est que t est différent du vecteur nul sur les bords libres, sur le bord libre d'ailleurs, il n'y en a qu'un. Hein. Donc ne respecte pas l'équilibre sur cette surface, ne respecte pas l'équilibre. Voilà, donc ça c'est bon, c'est vrai que ça commence très très mal quand on vous donne un tenseur des contraintes et qui ne respecte pas l'équilibre. Mais encore une fois, c'est pas tout à fait la démarche qui veut vous être proposée dans l'exercice. Ici, encore une fois, la démarche est de vous montrer que on peut très bien avoir deux tenseurs qui sont complètement irrespectueux des différents équilibres, mais lorsqu'on les additionne, d'un seul coup, ça se met à marcher. Alors, pour enfoncer le clou encore un peu plus, on vous pose une question dans la question 4 et on vous dit, ben, est-ce que ce tenseur des contraintes respecte l'équilibre au moins dans tout le volume? Donc, dans oméga, si on veut que ce tenseur des contraintes respecte l'équilibre, il faut normalement que divergence de sigma de 1, je ne sais plus si j'ai pas oublié de mettre le 1 quelque part, non, je l'avais bien mis. Okay. Divergence de sigma de 1 plus, alors, ρg, donc ça c'est les efforts à distance, c'est la gravité portée par moins E1. Ça, c'est ce qu'on appelle d'habitude, en fait, on l'appelle FD, ce petit truc-là, c'est donné, hein, c'est le chargement externe, est égal à 0. Alors, est-ce que c'est le cas? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Pour ça, vous disposez des composantes du tenseur des contraintes en coordonnées cylindriques. Donc, il faut aller dans votre joli formulaire de mécanique des solides et vous regardez la relation qui vous permet d'obtenir la divergence d'un tenseur d'ordre 2 en coordonnées cylindriques. Et vous allez trouver quelque chose qui va vous donner ça comme résultat. D sigma RR sur DR plus sigma RR sur petit r. Et ce truc-là, on peut le calculer. Ça, si vous le calculez, cette composante, ça fait 2f sur pi cosinus θ, facteur de 1 sur r carré, moins 1 sur r carré. Et donc ça, c'est égal à 0.
La deuxième composante de votre vecteur, elle va être nulle, ça c'est la composante suivant Eθ, et la composante dans l'axe 3, bah, ici elle est aussi nulle forcément, puisqu'on est dans un problème plan. Et donc en fait, ce vecteur-là, cette divergence, est égale à 0. Ah ouais, mais ça c'est drôlement ennuyeux, parce que si vous regardez l'équation qui est juste au-dessus, là, elle devrait être égale à ρg E1. Donc en fait, elle est différente de ρg E1. Donc on va dire que l'équilibre dans tout le volume n'est pas respecté. Voilà. Donc, alors, vous allez me dire, mais à quoi il sert ce tenseur? Ben, en fait, ce tenseur, il sert à quelque chose de très simple. Il sert au départ à étudier le contact. Et donc, ce contact, ben, il peut être fait par un tas de façons différentes. Entre autres, on peut bloquer éventuellement le son du disque et appuyer donc, avec un certain effort F dessus. Et quelquefois, eh bien, en fait, on peut très bien négliger l'effort, pardon, le poids du disque, puisque c'est pas lui qui va vraiment apporter le plus d'effort. Et à ce moment-là, bah, ce tenseur des contraintes est tout à fait louable. Mais par contre, effectivement, ici, bah, tel quel, il ne prend pas en compte la gravité. Malgré le fait que F, l'effort F, en fait, est la réaction due au poids du disque. Voilà. Donc là, ça c'est parfait. Et une fois qu'on est arrivé là, eh bien, c'est là qu'on a un gros changement. Pardon. C'est là qu'on va en fait changer de tenseur des contraintes. Donc pour pouvoir distinguer les deux tenseurs, on va l'indicer avec un petit indice 2. Donc cette fois-ci, lorsqu'on vous donne, ça c'est dans l'énoncé, on vous dit que sigma indicé 2, enfin ça c'est moi qui l'indice 2 pour faire la différence entre les deux, c'est ρg sur 2 facteur de grand R plus x1, x2, x2 et grand R moins x1. Bon, on n'avait pas parlé précédemment, mais le tenseur des contraintes qu'on avait donné était tellement simple que je ne vous ai même pas pris la peine de vous dire qu'il était symétrique. Mais s'il n'avait pas été symétrique, autant vous dire que là c'était carrément fichu. Donc ça, c'est mon tenseur des contraintes qui est donné cette fois-ci dans la base EI tensoriel EJ, avec I et J cette fois-ci qui vont varier de 1 à 2. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous demande? Les équations, hop, 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 je reprends l'énoncé. On nous dit contrôler que cet état de contrainte vérifie les équations d'équilibre dans le volume. Eh bien, on y va. Donc, ça, c'était la question 5. Alors, équilibre dans le volume, c'est-à-dire équilibre sur tout oméga, c'est comme d'habitude, il suffit de calculer sa divergence, sigma de l'état 2. Et donc, eh bien, cette divergence, si on regarde bien, on la calcule. Donc là, c'est un peu plus simple parce qu'on est en cartésien. Ça fait ρg sur 2. Facteur, donc ici, on va avoir 1 plus 1. Et ici, on va avoir 0, 0. Et donc ça fait ρg porté par E1. Et qu'est-ce qu'on devait vérifier? L'équation d'équilibre, elle est là. On doit vérifier que divergence de sigma de moins ρg, où est-ce que c'est ça? C'est ça, porté par E1. Bon, tout à l'heure, j'ai écrit plus ρg porté par moins E1, bon, c'est pareil, doit être égal à 0. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est le cas. Donc, le solide est en équilibre en tout point de oméga. Donc là, enfin, on a un truc qui marche. Voilà. Ok. Alors ensuite, on vous demande toujours la même chose. Eh bien, il faut calculer en fait le vecteur contrainte sur la surface latérale, qui est la seule surface libre en fait. Donc on y va, c'est la 6e question. Calcul du vecteur contrainte
quel que soit m élément de d rond oméga. Alors ça non plus, je ne vous en ai pas parlé, mais si vous regardez bien les équations, vous allez vous apercevoir, et si vous regardez le dessin, excusez-moi, je remonte jusqu'au dessin, voilà, vous allez vous apercevoir qu'il risque d'y avoir des petits problèmes en fait quand on va se retrouver en A, puisque en A, on a petit r qui est égal à 0. Donc en réalité, ce tenseur des contraintes, il a une petite, il est un peu indéfini, je dirais, au point A. Voilà, donc ça c'est un petit détail qui n'est pas à négliger, mais effectivement, il est un petit peu mal défini dans ce point-là, à ce point-là. Je reste d'ailleurs sur ce dessin pour vous montrer que la normale n, donc qu'on a exprimé tout à l'heure dans le repère cylindrique, qui valait cosinus θ, sinus θ, et bien là, c'est la bonne occasion de regarder ce qu'elle vaut dans E1, E2, et on voit que effectivement dans E1, E2, eh bien l'angle entre n et E1, c'est 2 fois θ, à cause de cette relation de l'angle centre pour des triangles donc comme rectangle, eh bien, on va avoir donc cette relation de 2θ par rapport au θ qui nous permet de repérer le point M qui est à la surface, qui est sur la surface latérale. Donc je vais utiliser cette relation-là pour obtenir effectivement les composantes de ma normale, mais cette fois-ci, donc, pardon, dans la base cartésienne E1, E2. Donc, eh bien, j'ai n qui vaut cosinus de θ, sinus de θ dans ma base, en fait, EI, I égale 1 à 2. Une fois que j'ai fait ça, bah, c'est un peu terminé, parce que c'est beaucoup plus simple, effectivement, si vous reprenez donc le tenseur des contraintes qui est là, bah, je suis en tout point. Alors attendez, par contre, non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'effectivement, pour l'instant, je n'ai pas encore considéré que j'étais sur un point de la surface. Donc là, je le fais de manière générale. Donc maintenant, on y va, on calcule le tenseur des contraintes. Quand même orienté par cette normale, mais tout à l'heure, il va falloir bien sûr que je calcule sigma 2 de m fois n pour m élément de d rond oméga, c'est-à-dire sur la surface latérale. Alors, il se trouve que là, je ne l'ai pas fait tout à fait dans cet ordre-là. Je l'ai d'abord calculé pour n'importe quel point, mais pour la bonne direction. Alors, on y va. Il faut faire un petit calcul intermédiaire. Rho G sur 2, portée, voilà, R plus X1, X2, X2 et grand R moins X1, multiplié par donc cosinus de θ et sinus de θ. Alors là, j'obtiens un truc un petit peu longuet. Ça nous donne R plus X1 cosinus de θ plus X2 sinus de θ. Ensuite, j'ai un X2 cosinus de θ plus R moins X1 sinus de θ. Alors, il ne faut pas oublier à ce stade-là que je suis effectivement, pour mon passage donc cartésien cylindrique, j'ai cette relation-là. Et comme M appartient à la surface latérale des ronds oméga, eh bien j'ai petit r qui est égal à 2 fois grand R cosinus θ. Voilà, donc une fois que j'ai ça, alors ça me sert à remplacer ce petit r qui est là, va me servir à le remplacer ici. Et du coup, mis tout ça l'un dans l'autre, je reprends la relation que j'ai trouvée ici pour obtenir t qui est égal à... Alors, je vais vous sauter des petites étapes quand même parce que c'est un petit peu long. Hein. Donc vous allez retrouver quelque chose qui fait ρ g grand R. Je vous ai sauté une étape là, en fait, quand je vais vous écrire ça. Cosinus carré θ, cosinus de θ. Non, ça me paraît bizarre ça.
Si, c'est bien cosinus carré de θ. Voilà, ça c'est bon. Ouais, c'est ça. Ensuite, plus cosinus θ, sinus θ, sinus 2θ. Là, il ne faut pas se tromper, c'est qu'effectivement, des fois, il y a des carrés et des fois, il y a des 2θ. Et ma deuxième composante, tout calcul fait, je vais obtenir cosinus θ, sinus θ, cosinus de 2θ, plus 1 moins cosinus carré θ, facteur de sinus 2θ. Bon, là maintenant, il faut tout passer, donc on va dire dans le même, uniquement soit tout en 2θ, soit tout en θ. Bon, là, j'ai choisi de tout passer en fait en θ. Donc du coup, j'obtiens que t, c'est égal à ρ g grand R, facteur de cosinus carré θ fois E1 plus cosinus θ sinus θ fois E2. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait obtenu tout à l'heure sur notre autre tenseur? Donc ça, c'est la relation qu'on a obtenue avec le tenseur qui est donc prend en compte uniquement la gravité. Cette fois-ci, lui, il ne prend pas en compte le contact. Et tout à l'heure, on avait obtenu... En fait, c'était cette expression-là qu'on avait obtenue, celle-ci. Et si vous regardez bien, c'est la même au signe près. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a en plus par rapport à l'autre, c'est ce signe moins qui est là. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour la suite, parce qu'effectivement, maintenant, on va, dans la question 7, en fait, superposer les deux vecteurs contraintes. Donc, cette superposition, ça s'écrit peut-être pas comme ça, superposition. Hein. Superposition, peut-être mieux comme ça, non? Je sais pas. Si... Mettez-moi un petit oui si ça s'écrit comme ça, là, ça me fera plaisir. Et si ça s'écrit pas comme ça, vous mettez des noms partout. Bon, merci, ça va. J'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi je voulais mettre 2P, ça faisait plus joli. Donc, on va superposer en fait notre état de contrainte 1 plus notre état de contrainte 2. En fait, ça, ce n'est valable que lorsqu'on est en HPP. Hein. Alors, je ne sais pas si quelque part on vous l'a dit, mais il me semble que ça doit être dit dans l'énoncé, je n'ai pas fait gaffe. Si ce n'est pas dit dans l'énoncé, c'est un petit peu une erreur. Ce n'est pas dit, donc c'est une erreur. Il faut vraiment qu'on soit en HPP, sinon, si vous n'étiez pas en HPP, vous ne pourriez pas en fait faire cette superposition des états de contrainte. Ça ne serait pas tout à fait aussi simple. Donc, je vous rappelle que pour faire ça, effectivement, il faut que nous soyons en HPP. Donc, du coup, eh bien, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est que on va superposer le vecteur contrainte donc, que j'appelle T, et on va dire que on va additionner T1 plus T2. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a fait mettre en fait T1 dans le repère cartésien. Donc, ça, c'est le vecteur contrainte hein, sur le bord libre. Et donc, du coup, vous avez juste à faire l'addition et vous trouvez que T, alors T, c'est ce qu'on va faire, c'est que ça je vais l'enlever. Mon tenseur des contraintes complets, je vais l'appeler sigma tout court. Voilà. Donc ça je remets que c'est en HPP, ça c'est vraiment important. Hein. Donc on voit que T est égal à 0. Et comme c'est un bord libre, et bien du coup T égale TD. TD, je vous rappelle, c'est la densité d'effort surfacique. Et donc ça, c'est OK. Donc ça veut dire que là, l'équilibre de la surface latérale des ronds oméga est respecté. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que ça s'arrête un peu comme ça dans votre énoncé. Je trouve ça un peu étrange. Moi, quand même, ce qui m'aurait intéressé, c'est que dans l'énoncé, il y ait marqué qu'est-ce qui se passe si on cherche à vérifier cette équation-là.
divergence de sigma plus, je crois que c'était ρg facteur de moins E1, c'est un truc comme ça, hein. Voilà, égale 0. Bah, effectivement, vous allez trouver, si vous faites le calcul, que la divergence de sigma 1, de sigma pardon, de l'état 1 plus la divergence de sigma de l'état 2, eh bien, c'est égal à 0 plus ρ GE1. Et donc là, bah, c'est respecté. Donc votre équation d'équilibre est effectivement respectée dans tout volume. Conclusion, la somme de ces deux états de contrainte eh bien, fait que vous pouvez donc avoir quelque chose qui est totalement réaliste. Alors, maintenant qu'on a dit ça, bah, c'est bien gentil, mais ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'essayer de tracer tout ça. Pour pouvoir tracer tout ça, il faut changer de base le tenseur des contraintes donc, qui a été donné dans la base cylindrique. Donc ce tenseur qui a été donné dans la base cylindrique, je vous le rappelle, c'était celui-là. Enfin, il a été donné et ensuite on a fini de le trouver. Donc on l'a donné dans la base cylindrique et si vous le passez dans la base cartésienne, vous allez trouver 2r carré rho g cosinus θ sur petit r. Voilà. Le tout facteur de cosinus carré θ, cosinus θ, sinus θ. Alors ça, c'était pas demandé. Hein. Cosinus, sinus θ. Et là, on a un sinus carré θ. Donc ça, c'est vous êtes en fait avec votre premier tenseur dans la base EI tensorielle EJ, mais vous êtes dans la base cartésienne. Voilà. Pardon, excusez-moi, on est en 2D ici. Donc ça, vous êtes dans la base cartésienne, donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous pouvez exprimer aussi l'autre, en fait, mais avec le même paramétrage, c'est-à-dire en fonction de R et θ. Et là, vous allez trouver ρg sur 2, facteur de R cosinus θ. Vous retrouvez le fameux x1, plus R, donc moins R, ça va faire juste R cosinus θ. Ensuite, là, vous avez R sinus θ. Là, vous avez R sinus θ. Et là, vous avez 2 grand R moins petit r cosinus θ. Et là, vous êtes aussi dans la base EI tensorielle EJ, avec I qui varie de 1 à 2. Donc là, vous êtes tous les deux dans la base cartésienne. Alors ça, c'est indispensable pour pouvoir les additionner, bien sûr. Et du coup, alors c'est un petit peu long comme calcul, donc on ne va pas le faire, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, vous pouvez aussi remplacer les paramétrages R, petit r et θ en fonction de x1 et x2. Et là, vous allez trouver, si vous additionnez les deux, eh bien, votre tenseur des contraintes sigma, il vaut 2 fois R, ρg pardon, sur 2. ρg sur 2, la première composante, c'est R, grand R plus x1 plus, oula, on va changer de couleur, plus 4 fois grand R plus x1 au cube, fois grand R carré, sur, le dénominateur est un peu costaud, R, grand R plus x1 au carré, plus x2 au carré, je vais écrire comme il faut, parce que sinon, au carré, le tout au carré. La composante qui est juste à côté, c'est x2 plus 2 fois grand R plus x1 au carré, grand R carré fois x1, divisé par, alors je ne le réécris pas, mais c'est la même chose que ce qu'il y a là. D'accord? C'est la même chose. Et bon, là, bien sûr, vous êtes symétrique. Et ici, vous avez, dans le dernier terme, grand R moins x1 plus
x2 au carré, facteur de grand R plus x1, grand R carré, sur le même dénominateur. Voilà, et donc ça, c'est la solution statiquement admissible, parce qu'elle respecte à la fois la divergence, l'équation de la divergence, donc en tout point, donc ce qui veut dire que votre tenseur des contraintes est statiquement admissible. Par contre, dans l'état des choses, vous ne savez pas si, lorsque vous allez remonter au champ de déplacement, vous allez être cinématiquement admissible. Donc ça, normalement, ça ferait partie, si on devait vous donner cet exercice en TS, d'une autre partie, effectivement, pour faire le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire passer des contraintes aux déformations, et ensuite, une fois que vous êtes arrivé aux déformations, eh bien, de vérifier les équations d'équilibre, les équations de compatibilité, et si ces équations sont vérifiées, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez dire que ce tenseur des contraintes qu'on vous a donné, qui est l'addition de deux tenseurs de contraintes, eh bien, il est à la fois statiquement admissible et cinématiquement admissible. Là, pour l'instant, on peut juste dire qu'il est statiquement admissible. Alors, avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Donc, j'ai résolu le problème avec Maple. Donc voilà, ça c'est l'énoncé que j'ai mis sur Maple. Et donc, bon, ça ne sert pas à grand chose, hein, parce que les calculs ne sont pas très compliqués. Mais par contre, l'intérêt, c'est que j'ai pu, donc là vous reconnaissez en fait tout ce qu'on vient de faire, mais bon, sauf que ça, Maple l'a fait tout seul. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rentré en fait les composantes du tenseur des contraintes donc, dans le repère cartésien. Et ça m'a permis, du coup, alors c'est un petit peu long à faire, hein, bien sûr, et ça m'a permis de faire les tracés. Voilà. Et donc, par exemple, là, vous avez sigma 1,1 pour l'état 1. Voilà, donc ça, c'est suivant l'axe 1. Et ça, c'est dû donc juste la composante, pardon, ça c'est sigma 1,1 quelconque, voilà. Et ça, c'est la composante sigma 1,1 de l'état 1. Alors ça se voit ici. Voilà. Donc c'est sigma 1 de l'état 1, donc c'est l'état de contrainte qui ne prend en compte en fait que les efforts de contact. Donc ça ressemble à ça si vous le tracez. Si vous tracez sigma 2,2, pareil que pour l'état 1, vous obtenez un joli petit papillon qui ressemble à ça. Voilà, ça c'est sigma 2,2 que pour l'état 1. Et ensuite, vous pouvez tracer indépendamment donc aussi sigma 1,1 de l'état 2. Alors, vous trouvez quelque chose, là, on sent quand même qu'il y a bien effectivement l'action de la gravité, hein, c'est-à-dire que plus vous allez vous éloigner du point de contact, plus la gravité va être faible, enfin, l'effort dû à la gravité, les contraintes dues à la gravité pardon, vont être faibles. Donc là, il faut faire attention, c'est parce que l'échelle est négative, hein, c'est pour ça que ça va du bleu au rouge. Donc ça, c'est sigma 1,1 pour l'état 2. Et puis après, vous pouvez les regarder, sigma de 2 pour l'état 1. Voilà. Donc normalement, si vous réfléchissez bien, c'est très très dur de distinguer les deux. La seule différence, en fait, c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs. En fait, le sigma de 2 a des valeurs qui sont très très faibles par rapport au sigma A1. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez superposer les deux. Alors la superposition, la voie, elle est ici. Quand on vous dit on superpose les états, il faut simplement additionner toutes les composantes de votre tenseur des contraintes, donc une à une, et vous obtenez donc cet état-là. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a du mal à distinguer l'état de contrainte dû à la gravité, parce qu'effectivement, il est noyé à cause de ce qui se passe en fait ici, là. Donc, il est noyé à cause de ce qui se passe là. Vous voyez qu'ici, là, on est de plus en plus rouge. Et donc, c'est ça qui noie en fait les isovaleurs. Et c'est ce qui fait qu'on ne voit plus apparaître en fait les bandes horizontales qu'on voyait apparaître tout à l'heure. Et puis, la même chose, je ne l'ai même pas tracé d'ailleurs, on aurait pu le tracer. La même chose pour sigma de 2, des deux états superposés. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Vous levez la main, je vous donne la parole, enfin comme on ferait normalement. Dany, oui, je t'écoute.
Ah, par contre, il faut que tu ouvres ton micro, Dany. Ah oui, du coup, la superposition des deux tenseurs, ça ne corrige pas le problème de définition en A. Attends, je n'ai pas compris la question. Tu peux répéter plus fort? Est-ce que la superposition des deux tenseurs permet de corriger le problème de définition qui était en A? Alors, ça va dépendre en fait de ton système de repérage. Alors, attends, j'ai pas vérifié, hein, mais si tu es en A, globalement, alors, je reprends le schéma. Si tu es en A par rapport. C'est-à-dire que les composantes de A dans le repère E1, E2, c'est -R, 0. T'es OK? Oui, C'est -R, 0. Regardons ce qui se passe, par exemple, ici. Là. Alors, -R, ça veut dire que ce terme-là, boum, il devient nul. T'es OK? 0, ce oui, terme-là devient nul. Donc non, ça n'a pas résolu. C'est-à-dire d'accord. que mon tenseur des contraintes n'est toujours pas défini en A. Non, je dis des bêtises. Non, non. Si, non, il n'est pas défini en A. Je peux pas calculer ce terme-là, en fait. Je peux pas. En fait, tu vas trouver quelque chose de 0 sur 0. Donc, il est indéterminé. D'accord. Merci. J'avais pas fait attention, effectivement, mais il est indéterminé. Donc, ça ne résout pas le problème. Mais ta question est intéressante quand même, parce que, elle est même très intéressante, parce que ce qui serait intéressant de faire, par contre, et ça, je vous laisse le faire, voilà, bon, je refais le disque un petit peu grossièrement. Donc, vous êtes en A, vous êtes ici, là, en A. Ce qui serait assez intéressant, et c'est assez facile à faire, puisque ici, en fait, vous avez R. Donc, si vous restez dans ce repère-là, imaginez, vous pourriez délimiter une surface virtuelle, là. D'accord? Et cette surface virtuelle, par exemple, vous allez dire que c'est un disque de rayon R0. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette surface virtuelle? Donc, on va lui donner un petit nom. Donc, on va l'appeler SV. Voilà. Donc, c'est une coupure virtuelle, hein. Donc, vous imaginez, vous faites une coupure, bah, vous allez très bien pouvoir calculer T sur cette surface virtuelle. Donc, vous allez pouvoir calculer le vecteur contrainte en tout point. Okay, donc ça va, hein, ça va être sigma, le tenseur complet fois n. Donc, par contre, bah, il va falloir définir n, mais ça, c'est pas très dur, puisqu'en fait, vous êtes centré en haut, ouais, donc ça va être n, voilà, de cette surface-là. Et ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de calculer la résultante des efforts internes sur cette surface. Et à votre avis, on va trouver quoi si ça marche bien? Allez, vas-y, Dany, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, alors, vous pouvez peut-être aider Dany, là, les autres? On va retrouver quoi, là? Ça revient à découper cette petite lunule, là, la lunule là, que j'ai tracée en bleu, ça revient à la découper, donc tout ça, là. Et donc, je vous le refais juste à côté. Donc, cette lunule, là, si je la refais en bleu, hein, vous avez donc le bas du cercle qui est comme ça, et vous avez le haut du cercle qui est comme ça. Voilà. Et donc là, je viens de trouver, je vais trouver un effort résultant. Alors, je ne sais pas comment il va être, hein, peut-être, je ne sais pas, il sera peut-être comme ça, par exemple. Voilà. Je ne sais pas, hein, voilà. Et du coup, ben, il est égal à quoi, à votre avis? Allez, j'en prends un au hasard. On va faire comme si on était dans une vraie salle de TD. Basile, on t'écoute. Ouvre ton micro, Basile. Vas-y.
Allez, vas-y, dis-moi. J'en ai aucune idée. C'est vrai? T'as aucune idée? Je dirais la somme des forces extérieures, mais donc en torseur. Bah, en fait, si on vient de découper un petit morceau, là, ce que tu dis là peut nous aider, en fait. Ce petit morceau, il est en équilibre. C'est d'accord? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que sur ce petit morceau, bah, effectivement, on peut appliquer le PFS, hein, somme des efforts égale à 0. On est Ouais. d'accord? Alors, à cause de la symétrie, je sais que ma résultante des efforts internes, je peux la calculer donc, en ce point que je viens de désigner, là, le point par exemple B, là. Et donc, je sais que ça s'applique pile au centre en fait, de ma forme, à cause de la symétrie. Donc, pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre effort qui s'exerce sur cette petite lunule de matière-là? J'ai la réaction du sol et le reste du disque. Ben non, j'ai juste ça, là. Juste la réaction. Ben oui, j'ai que ça. Le truc que j'ai calculé tout à l'heure, que j'ai appelé F, Ouais. bah voilà, c'est fini. Donc ça veut dire que R1, c'est égal à moins F. Ok. Donc normalement, quand vous allez calculer la somme, la résultante des efforts internes sur cette petite lunule, bah, vous allez trouver moins F. Alors pourquoi je ne trouve pas plus F comme d'habitude, hein? C'est parce que je ne suis pas sur la même surface, hein. Et entre autres, la surface externe, regardez bien, la normale externe, pardon, sur cette surface-là, elle est comme ça, au point B, alors que la surface, elle est comme ça pour F, en fait. Vous voyez? Donc là, je ne vais pas avoir, d'habitude, quand on est sur la même surface, on a une résultante des efforts internes et on a une résultante des efforts externes. Si elles sont égales, ça veut dire que je suis en équilibre. C'est-à-dire j'ai R1 qui est égal à Rx. OK? Mais il ne faut pas oublier que c'est parce que j'ai la même normale là. Tandis que là, je ne suis pas du tout sur la même surface. Là, j'ai une surface qui a une normale suivant E1 et une qui a une normale suivant moins E1. Donc là, dans le cas présent, je vais avoir en fait R1 qui va être égal à moins F, mon effort résultant externe qui est en jaune ici, qui est ma réaction du sol sur le disque. Donc voilà, sans faire le calcul, normalement, vous devriez, je peux vous prédire que vous allez trouver ça. Voilà. Donc en général, c'est comme ça qu'on procède. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va faire tendre tout doucement donc R petit r0 pardon, vers 0. Et numériquement, on va toujours s'arrêter à une valeur au-delà, mais ça va nous permettre de trouver donc un seuil de contrainte qui va nous donner en fait ce qu'on appelle la pression de Hertz. Admissible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Des choses qui vous ont paru pas très claires sur cet exercice? Non? Tout va bien? Alors, on fait un petit sondage. Est-ce que je continue? Mettez un petit oui si vous voulez que je continue, un petit non si vous voulez que j'arrête. Ça me permet aussi de savoir en fait qui n'est pas en train de faire la sieste. Donc Adrien, il m'a dit non, donc il faut que je m'arrête. Colline aussi, elle veut que je m'arrête. C'est-à-dire en fait, vous voulez qu'on fasse qu'une heure de TD, c'est ça en fait? Colline, Adrien, vous pouvez prendre la parole pour nous dire pourquoi vous voulez qu'on arrête? Mais ça ne me dérange pas, hein, mais je veux bien arrêter, hein. Je vous écoute. Oui, Adrien, on t'écoute, mais là, on t'entend pas en fait. Bon, Adrien, il a un petit problème de micro. Colline, ah bah Colline, elle dit qu'il ne faut plus s'arrêter maintenant. Ouais, Adrien, si tu as un problème de micro, tu peux nous écrire. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu rapide, je dois relire. Ok, mais pas de problème, Adrien, mais n'oublie pas que je vais poser en fait toute la vidéo du cours sur Moodle comme d'habitude. Est-ce que ça peut t'aller pour qu'on puisse continuer? Tu mets un petit oui quelque part dans le texte si tu veux. Ok, ça marche.
Oui, effectivement, c'était peut-être un peu rapide. D'un autre côté, on n'a pas vu beaucoup de notions nouvelles en fait par rapport à d'habitude. C'est pour ça que je me suis permis d'aller un petit peu plus vite. Là, par contre, pour l'exercice suivant, je pense que je vais prendre plus de temps parce que c'est la première fois qu'on va faire de la thermique. Donc, c'est l'exercice 10.1. Ce que je vais faire, c'est... bon, non, je vais continuer sur cette feuille-là. Allez. Alors, avant de commencer un exercice de thermique, comme c'est la première fois, je vais quand même vous demander s'il y a des choses que vous n'auriez pas très bien compris en cours sur la partie thermique. Alors, ce qu'on appelle la partie thermique, en fait, c'est un comportement dit thermoélastique. Est-ce que vous avez des questions au préambule, en fait, sur cette partie-là du cours? Déjà, ce que je peux peut-être vous poser comme question aussi, c'est est-ce que vous avez vu ça en cours, en fait? Parce que vous n'êtes pas tous au même niveau dans le cours. Donc, grosso modo, vous avez dû voir, par exemple, que la déformation totale, c'était égal à la déformation élastique plus la déformation thermique. Est-ce que vous avez vu ça en cours, s'il vous plaît? Vous me mettez un petit oui si vous avez vu ça. Donc, Dany, c'est bon. Et vous mettez non si vous ne l'avez pas vu. Allez-y, allez-y. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop en fait s'ils l'ont vu ou pas en cours, peut-être parce qu'ils n'étaient pas en cours en fait. Alors si vous n'étiez pas en cours, vous mettez une petite flèche bleue par exemple. Je saurais que du coup c'est pour ça que vous ne répondez pas. Voilà, Ahmad il dit qu'il n'était pas en cours, donc c'est normal qu'il ne l'ait pas vu. Par contre, Ahmad, tu l'as peut-être vu dans le polycope en fait. Bon, j'en ai quelques-uns qui l'ont vu en cours. Peut-être qu'en fait, comme vous êtes deux groupes, c'est pas impossible que un de vos chargés de cours en cours magistral l'ait déjà abordé et l'autre pas. Alors, c'est pas très grave parce que je vais vous faire un rappel à ma sauce. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre un peu plus de temps sur cet exercice. Ok, allez, on attaque. Alors, je vais dire rappel, mais pour certains, ça ne sera pas du rappel, hein, donc il ne faut pas vous offusquer. Mais comme normalement, en théorie, vous l'avez vu en cours, effectivement, j'appelle ça plutôt du rappel. Alors, je vais en faire plusieurs de ces rappels. Je pense que le plus important pour moi, hein, c'est une phrase que je vous conseille vraiment d'écrire. Les contraintes, ce qu'on a appelé le tenseur sigma, ne sont liées qu'aux déformations élastiques. Alors, elles sont liées comment? Bien sûr, comme d'habitude, par la loi de comportement. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental et quelquefois, vous passez complètement à côté. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ce tenseur des contraintes, là, il est lié qu'aux déformations élastiques. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on vous a fait calculer, par exemple, vous prenez un champ de déplacement, U, donné, on vous a fait calculer une déformation, epsilon, qui était égale à 1 demi du gradient de U plus la transposée du gradient de U. Ok. Ce epsilon-là, c'était quoi comme déformation? Est-ce que c'était une déformation totale? Mettez-moi oui ou non, ou si vous ne savez pas, vous mettez une petite flèche bleue là, pour me dire que vous ne savez pas. Voilà, donc Ahmad, il a dit non, ce n'était pas une déformation totale. Alors, en fait, la déformation totale, c'est ça, hein.
Alors, j'ai besoin de l'avis des autres, hein, s'il vous plaît. Allez-y, prononcez-vous. Hein. Vous mettez oui, non. Si vous ne savez pas, vous mettez la petite flèche bleue comme vient de le faire Émeric. Allez-y, allez-y. Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une déformation totale, cette chose-là? Bon, voilà, j'ai un bon aperçu. Il y a des gens qui répondent jamais, donc c'est peut-être parce que vous ne savez pas qu'il faut aller dans participants, en fait, pour voir l'endroit où on peut mettre les petites coches vertes, rouges, bleues, tout ça. C'est dans participants, vous allez voir ça. Donc n'hésitez pas, hein, maintenant que vous avez trouvé. Ok, ça marche. Bah, c'est assez incroyable, mais vous avez tous faux. Parce que c'est effectivement ça, c'est la déformation totale. Et c'est quand même très, très, très important. C'est la déformation totale. Donc ça, la déformation totale, par rapport à ce qu'on vous a appris, ça ne change pas. Maintenant, cette déformation totale, voilà, elle est liée par une loi de comportement. Voilà. Et la loi de comportement qu'on vous a donnée, loi de comportement élastique, hein, que vous connaissez maintenant, eh bien, on vous a dit que sigma, c'est égal à lambda fois la trace de epsilon fois l'identité. Voilà, ça c'est ce que vous avez dans votre formulaire ou dans votre polycopier, plus 2 nu fois epsilon. Allez, même question. Ça, c'est le même epsilon, bien sûr. Hein. Ce truc-là, c'est quoi? Est-ce que c'est la déformation totale? Voilà la question. Est-ce que c'est la déformation totale? Mettez oui, non ou je ne sais pas avec la petite flèche bleue. Allez-y. Notez bien que dans la première partie du cours, on n'a fait aucun distinguo entre ça et ça. C'est pour vous aider un peu. Allez-y, allez-y. Ok, bon là c'est un peu plus mitigé. Il y a pas mal de gens qui disent oui, c'est la déformation totale, et vous êtes à peu près la moitié à dire non. Et puis la troisième moitié dit je ne sais pas. Voilà, donc ça ferait plutôt un tiers, un tiers, un tiers. En fait, il se trouve que ce truc-là n'est absolument pas la déformation totale. Ce truc-là, c'est la déformation élastique. En fait, ça découle de la première phrase. Hein. Les contraintes sigma ne sont liées qu'aux déformations élastiques. Alors que le epsilon que j'écris juste en dessous, ça c'est l'epsilon total, c'est pas la déformation élastique. Voilà. Donc, si je voulais être correct au niveau maintenant des notations, eh bien en fait ici je serais obligé de rajouter un petit EL comme élastique pour bien vous montrer que ça c'est la déformation donc élastique. Est-ce que ces deux choses-là soulèvent des questions parmi vous? Allez-y, prenez la parole ou levez la main, c'est comme vous voulez, pour me dire si ça vous va ou s'il y a quelque chose qui vous turlupine ou quelque chose qui n'est pas bien net. Profitez de ces moments-là d'interaction, c'est important aussi. Hein. Allez, vous mettez une petite flèche bleue si vous voulez que je continue, parce que je peux aussi vous donner le temps de réflexion de la question. Alors, Ahmad, le petit pouce bleu, c'est super gentil parce que ça veut dire que tu es content de ce que je dis, mais en fait, la petite flèche bleue, c'est pas le pouce bleu, mais c'est un petit détail, hein, c'est pas très grave. C'est parfait. Ok, allez, on continue. Donc, maintenant que j'ai écrit ça, si je prends en fait ma petite relation, mon petit rappel C, c'est de dire que la déformation totale,
eh bien, c'est égal à la déformation élastique plus la déformation thermique plus plein d'autres choses en fait. Il n'y a pas que des déformations thermiques et élastiques en fait dans les solides. Il peut y avoir par exemple des déformations hydriques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une déformation hydrique? Vous avez un matériau en fait qui aime bien l'eau et il aime bien se gorger d'eau. Et bien vous voyez, quand il va se gorger d'eau, ce matériau il va se déformer et cette déformation-là, ça sera une déformation hydrique. Donc, vous pouvez aussi avoir des déformations d'origine chimique. Moi, j'ai travaillé pendant un certain temps sur des tuyaux pour les forages qui sont en polypropylène. Et ces tuyaux sont extrêmement allergiques à un gaz mortel qui s'appelle l'H2S. Et lorsqu'on les plonge dans de l'H2S, eh bien, il se trouve qu'ils se mettent à avoir des bulles à l'intérieur. Le polymère se met à buller. Et donc, vous avez du coup une déformation qui se produit, qui est une déformation d'origine chimique. Voilà, donc elle se rajouterait dans les petits points qui sont ici. Donc tout ça, cette somme-là, c'est égal à la déformation élastique totale. Alors, ici, on ne va pas considérer le plus qui est derrière, on va juste, en troisième année, regarder la déformation totale comme étant la somme de la déformation élastique et la déformation thermique. Alors, si je reprends du coup la loi de comportement que vous avez juste au-dessus, je peux très bien du coup l'écrire, pardon, petite idée, je vous fais un petit rappel sur cette loi de comportement. Donc, je l'ai écrit donc, comme étant lambda trace de epsilon élastique identité, mais si je renverse ma relation qui est ici et que je dis que epsilon élastique c'est égal en fait à epsilon total moins epsilon thermique, j'ai le droit d'écrire ça, hein, eh bien, je vais trouver que sigma c'est égal à lambda fois la trace de epsilon moins epsilon thermique fois l'identité plus 2 nu fois epsilon total moins epsilon thermique. Donc vous voyez, j'ai fait disparaître la déformation élastique, mais en fait elle n'est pas vraiment disparue, j'ai simplement remplacé par le fait que je faisais l'hypothèse que j'avais que des déformations élastiques et des déformations thermiques pour la composition de ma déformation totale. Et si vous avez effectivement epsilon thermique, alors ce epsilon thermique, ce tenseur des déformations thermiques, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu en cours, il vaut alpha, θ, alpha, θ, alpha, θ. C'est un tenseur de déformation qui est isotrope. θ, c'est une variation de température entre un état initial et un état final. Alors, c'est une variation de température relativement faible, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train de calculer avec epsilon. Donc, forcément, si vous faites des variations de température beaucoup trop élevées, eh bien, vous allez avoir un petit problème. Et alpha, c'est ce qu'on appelle le coefficient de dilatation. Donc ça, c'est un paramètre matériau. Donc au même titre que le module de Young, le coefficient de Poisson, c'est un paramètre donc, qui est directement pour le matériau. Alors, vous avez des matériaux qui ont des coefficients de dilatation nuls, ça existe, hein, par exemple. Donc je pense que la question, Dany, pardon, tu as mis, mais ce n'est valable qu'en HPP, tu voulais parler de quoi en fait? Je viens de voir ta question à l'instant. Par rapport quand vous disiez que les contraintes, ça dépendait que de la température. Ouais, tout à fait. Là, c'est que en HPP, là, ce que je raconte, hein. Donc, effectivement, j'aurais dû le mettre même avant. Mais à partir du moment où on vous met epsilon, c'est qu'on est en train de regarder le tenseur des déformations linéarisé qui n'est utilisable qu'en HPP, hein. Voilà. Donc, ça, mais tu as bien fait de poser la question. Ça me permet de bien réinsister sur le sujet. On est vraiment que en HPP. Donc, une fois que vous avez ça, donc ce coefficient de dilatation, oui, j'étais en train de vous dire, il y a des matériaux qui ne se dilatent pas. Alors, ce n'est pas de l'acier, hein, l'acier, ça se dilate, l'aluminium, ça se dilate. Et vous avez des alliages.
par exemple, vous avez un alliage qui est très utilisé en métrologie qui s'appelle l'INVAR. Alors, c'est un nom commercial, l'INVAR, en fait. Je ne sais même plus quelle proportion il y a à l'intérieur de ce métal, mais en tout cas, il se trouve que son coefficient de dilatation à ce métal est très proche de 0 sur une gamme de température qui varie de 10 à 30 degrés. Donc, du coup, les laboratoires de métrologie, ils aiment bien avoir des appareils de mesure qui sont fabriqués en INVAR, puisque dans cette plage-là, alors bien sûr, dans un laboratoire de métrologie, vous avez une climatisation et la température est régulée, tout comme l'hygrométrie. Mais en plus de ça, si vous avez ce type de matériel, ben là, vous êtes garanti en fait que votre banc de mesure, par exemple, ne va pas se dilater en fonction de la température. Donc ça, ce sont des matériaux qui ont des coefficients de dilatation nuls. Ok, une fois que j'ai dit ça, je peux reprendre cette équation-là. Et je vais pouvoir du coup prendre en compte mon epsilon thermique. Mon epsilon thermique, si vous regardez bien, sa trace ici, elle vaut 3 alpha θ. Donc du coup, je reprends ça et ça va me donner sigma égale lambda trace de epsilon fois l'identité. Voilà. Alors, la partie thermique, bah, ça va me faire 3 alpha θ, ça c'est ma trace en fait, fois lambda, bon, ça c'est comme d'habitude, fois l'identité, plus 2 mu epsilon, moins 2 mu epsilon thermique. Donc, mon epsilon thermique, en fait, c'est alpha θ fois l'identité. Ce truc-là, ça c'est pareil que alpha θ fois l'identité. Et du coup, ça va me donner une relation de ma loi de comportement qui va inclure la température. Et l'avantage, c'est que du coup, alors attention, par contre, il y a quand même un piège, hein. Plus 2 nu epsilon, moins 3 lambda plus 2 mu, facteur de alpha θ fois l'identité. Alors, où est le piège, en fait, dans cette relation? C'est que là, vous avez l'impression que ma loi de comportement est en fonction de la déformation totale. Ce n'est pas une impression, c'est vrai. Ce epsilon-là, c'est bien la déformation totale. Ce epsilon-là, c'est bien la déformation totale. Par contre, si vous supprimez cette partie-là, votre loi de comportement est totalement fausse. Parce que là, en fait, c'est la partie thermique que vous avez retranchée en réalité à la déformation totale. Donc, en réalité, votre loi de comportement, même si on ne le voit plus, elle est bien quelque chose qui relie les contraintes aux déformations élastiques. Voilà, donc là, il y a un petit piège, c'est-à-dire que là, on pourrait croire que finalement, dans les lois de comportement en thermique, ben, le epsilon, c'est la déformation totale et puis ça suffit. Non, c'est pas vrai. C'est toujours bien la déformation élastique, sauf qu'elle est masquée, cette déformation élastique, par le terme que j'ai surligné ici en rouge. Est-ce que je peux passer au problème maintenant, enfin à l'exercice? Dites-moi oui ou non, voilà, suivant ce que vous avez compris. Alors Dany, oui ou non, ça peut pas être la petite flèche bleue, hein, donc voilà, ok. J'ai l'impression que vous êtes tous ok pour qu'on passe à la suite. Donc j'en déduis que vous n'avez pas de questions sur cette petite partie de rappel. Ça marche. Alors, on y va. Donc ici, ça c'est l'exercice 10.1 qu'on va faire, hein, c'est le 10.1. Alors, je vous refais un petit schéma, très vite fait. Donc vous avez un cylindre, voilà, qui est comme ça. Là, vous avez l'axe de votre cylindre, c'est EZ. Ça, c'est, je vais l'appeler S sup, hein, c'est la surface supérieure, elle est bloquée, en fait. On vous dit qu'elle est bloquée suivant EZ. Donc on empêche en fait de tous les déplacements suivant EZ, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'elle peut comment dire, elle est libre de bouger dans le plan perpendiculaire à EZ. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et ensuite, mon cylindre, donc il a une longueur L. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Bah, je vais avoir besoin, comme d'habitude, d'un repère donc, cylindrique que je vais appeler ER θ.
Sur cette surface-là, on me dit que cette surface, elle est libre, donc ça veut dire que ma densité d'effort surfacique donnée externe sur cette surface, bah, elle vaut 0. Cette surface-là, je vais l'appeler SLAT comme latérale, et ça, c'est une surface libre. Donc, j'ai rien dessus, en fait. Et S1, en fait, qui est ici, là, eh bien, c'est comme S-sup. C'est-à-dire, en fait, elle est bloquée en déplacement suivant EZ. Alors, ensuite, on vous dit un tas de trucs. On vous dit, ben, on va faire des petites hypothèses. Bon, déjà, les déformations sont homogènes, suivant EZ. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir de gradient dans la hauteur de mon cylindre. Alors, pourquoi? Bah, parce que, tout simplement, car mon matériau est homogène. Si j'avais ce qu'on appelle des matériaux à gradient de propriété, bah, à ce moment-là, je pourrais avoir une déformation non homogène sur ma hauteur. Là, si mon matériau est homogène, il n'y a pas de raison que ma déformation ne soit pas homogène. Ensuite, ça, c'est la première hypothèse qui est importante. La deuxième hypothèse, c'est que la déformation suivant Eθ, ce n'est pas la déformation, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est plutôt les déplacements suivant Eθ. Déplacement suivant Eθ, nul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je n'ai pas de twist, en fait, de mon cylindre. Mon cylindre ne va pas se mettre à tourner comme s'il était en torsion. Donc, pas de twist, en fait, dû à une torsion. Voilà. Donc là, il n'y a aucune raison. Si mon cylindre était soumis à de la torsion, bah, effectivement, à ce moment-là, bah, le problème ne serait plus tout à fait résolvable dans le même état d'esprit. Donc, du coup, ça veut dire qu'une fois que j'ai fait toutes ces hypothèses, mon champ de déplacement, il va être de la forme UR, qui va dépendre de R et pas de θ, porté par ER, plus 0 fois Eθ, plus 0 fois EZ. Donc, pas de twist, ben, ça c'est pas de twist. Hein. Voilà, et puis ça c'est... pardon. Et ça, en fait, c'est le côté homogène qui va me donner cette chose-là. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai rien suivant EZ. Ce champ de déplacement-là, il n'y a pas de S à change, je crois. Ce champ de déplacement, il est cinématiquement admissible. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là par rapport aux déformations qui sont cinématiquement admissibles? Ça veut dire que, en général, c'est qu'elles respectent les équations de compatibilité, ces déformations, et lorsqu'on cherche le champ de déplacement, il est cinématiquement admissible. Voilà, champ de déplacement cinématiquement admissible, ça veut dire qu'il est compatible avec les conditions limites de mon problème. Bon, bien. Donc, je commence par ça. Une fois que j'ai dit tout ça, bah, en fait, je ne sais pas grand-chose hein, pour pouvoir résoudre mon problème. C'est un peu toute la difficulté de cet exercice, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, du coup, bah, on va partir du cas général, c'est-à-dire on va poser que sigma, dans le repère cylindrique, bah, c'est un tenseur plein. Parce que je n'ai pas plus d'infos que ça, en fait, pour dire autre chose. Alors, je vais tout de suite, bien sûr, le prendre symétrique, hein, mais par contre, c'est un tenseur plein. Voilà. Et donc là, je suis dans la base EI tensorielle EJ. Bon, là, je vais arrêter de le mettre parce que sinon, ça va commencer à être un peu trop lourd. Donc là, je suis dans R, θ, Z. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh ben, on va dire, on veut que sigma soit statiquement admissible. Alors, c'est exactement la même phrase qui dirait on veut que sigma respecte les équations d'équilibre en tout point du volume et respecte également les équations d'équilibre à la surface du volume. Donc ici, ce que je peux dire, premièrement, c'est que sur
la surface SL, il faut absolument que sigma M scalaire n soit égal à 0. Et donc là, M, en fait, c'est un point qui appartient à la surface SL, donc la surface latérale. Sinon, bah, ma surface ne serait pas en équilibre. Deuxièmement, il faut que j'ai divergence de sigma égale à 0. Alors ici, j'ai négligé les forces de volume, donc il n'y a pas de FD. Donc ça, il faut que ça soit égal à 0 sur tout le volume. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites des surfaces S1 et S sup? Bah, en fait, j'en fais rien, parce que, étant donné que je ne sais pas qu'est-ce qui est appliqué sur ces surfaces, bah, du coup, je ne peux pas dire grand-chose. Donc, ce n'est pas une information pour l'instant que je peux donner. Donc, je n'en sais pas plus. Et je ne peux pas imposer quoi que ce soit, puisque vous ne pouvez pas, sur une surface ou en un point, imposer à la fois un déplacement et à la fois imposer des contraintes. C'est impossible. Donc, du coup, bah, vous n'avez pas le choix, étant donné qu'il y a des déplacements qui sont imposés. Les déplacements sur ces surfaces sont imposés puisque la composante suivant Z est nulle. Mais vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit ici. Vous ne pouvez pas imposer, on va dire, un TD sur ces surfaces. Vous pouvez éventuellement déduire la résultante des efforts internes, une fois qu'on pourra le faire. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, bah, on va mener les calculs de ces deux points. Voilà, le point 1 et le point 2 sur notre solide. Donc, 1, en considérant n, la normale sortante en fait, de la surface latérale, en fait, c'est ER, eh bien, ça va vous donner directement, si vous faites le calcul, mais c'est assez simple, ça va vous demander que sigma RR doit être égal à sigma Rθ, qui doit être égal à sigma Rz, et tout ça, ça doit être égal à 0. Voilà, si on part de 1, donc, en considérant n égale ER, et ça vous donne sigma RR égale sigma Rθ égale 0. Donc ça veut dire que déjà, votre tenseur des contraintes, vous avez perdu une grosse partie des composantes. Donc là, tout ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Il vous reste un sigma θz ici et un sigma zz ici. Et puis là, vous avez une symétrie donc, pour votre tenseur des contraintes. Voilà. Bon, j'arrête de mettre les EI, machin, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, on ne peut plus faire grand-chose. Donc là, on va passer aux déformations. Étant donné qu'on a un champ de déplacement, eh bien, on va déterminer les tenseurs de déformation. Donc, on va déterminer le tenseur des déformations epsilon et le tenseur des déformations thermiques. Alors, détermination, voilà, hop, on y va. Donc, epsilon, bah, j'utilise tout simplement la définition, hein, 1,5 du gradient de U plus la transposée du gradient de U. Par contre, je suis en coordonnées cylindriques, donc il faut utiliser bien sûr le bon gradient, et vous allez trouver d de UR sur dr, 0, 0, UR sur R, 0 et 0. Ça, c'est pour la déformation totale. Je le mets, hein, parce que tant qu'on est dans la partie thermique, il faut pas l'oublier, hein, ça, c'est la déformation totale. La déformation totale, c'est celle que vous allez mesurer, par exemple. C'est celle que vous allez mesurer avec une caméra, avec un extensomètre. Ça, c'est la déformation totale. Vous n'allez jamais mesurer une déformation thermique ou élastique à une déformation totale. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc une fois que vous avez fait ça, alors on ne va pas vraiment déterminer epsilon thermique, hein, puisque epsilon thermique, en fait, il est toujours le même, il est posé. Hein. Donc, je vous le rappelle simplement, il vaut alpha θ, alpha θ, alpha θ, 0, 0, 0, et symétrique comme tous les tenseurs de déformation. Donc, du coup, si je prends la définition de epsilon élastique, qui est égale à la déformation totale moins la déformation thermique, eh bien, je vais pouvoir en déduire grâce à ma loi de comportement. Donc, je vous la remets ici. Hein. Donc ça, c'est ma relation de comportement qui ne fait intervenir que la déformation élastique. Mais vous voyez qu'ici, ma déformation élastique, c'est ma déformation totale moins ma déformation thermique. Donc je réécris en fait la même chose que tout à l'heure. Hein.
eh bien, ça va vous donner en fait des informations sur les composantes de votre tenseur des contraintes. Entre autres, ça va vous dire que forcément, sigma θ z est égal, ça par définition, c'est égal à 2 mu fois epsilon θ z, donc fois 0. Donc, hop, ça fait 0. Ça, cette relation-là, je vais l'appeler 0. Ensuite, ça vous donne une autre relation. Ça va vous dire que sigma RR est égal à lambda d de UR sur dr plus UR sur R. Là, vous êtes en train de retrouver la trace du tenseur de déformation, plus 2 nu facteur de d de UR sur dr moins alpha θ. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Ça, c'est ce que je vais appeler la relation 1. Ensuite, j'ai sigma θ qui doit être égal à la même chose que ça, plus, cette fois-ci, 2 nu facteur de UR sur R moins alpha θ. Ça, c'est égal à 0. Ça, c'est la relation numéro 2. Et enfin, j'ai sigma zz qui doit être égal à la même chose que ça, plus 2 nu facteur de moins alpha θ. Et je ne sais pas, et puis c'est pas égal à, je ne peux pas savoir à quoi c'est égal, en tout cas, c'est pas égal à 0. Donc ça, c'est ma relation numéro 3. Voilà. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez jouer avec ces relations-là. Vous pouvez par exemple faire la soustraction de l'équation 2 moins l'équation 1, et ça, vous allez trouver que ça fait 0 plus 2 nu facteur de UR sur R moins alpha θ, moins 2 nu facteur de DUR sur DR moins alpha θ égale à 0. Et donc, de cette relation, vous allez pouvoir, entre autres, tirer le fait que UR sur R moins D de UR sur R est égal à 0. Donc, vous obtenez une équation différentielle en UR. Donc, cette équation différentielle, ça, vous savez la résoudre parce qu'elle est assez simpliste, et la solution, c'est UR égale K fois R. Voilà, K, c'est une constante réelle. Donc ça, en fait, vous trouvez donc la forme de UR. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, mais on a la forme de UR. Ensuite, vous faites 3 moins 1, l'équation 3 moins l'équation 1. Eh bien, vous allez trouver que, du coup, sigma zz, c'est égal à moins 2 nu alpha θ, moins 2 nu, facteur de d rond UR sur dr, moins alpha θ. Vous touillez le tout, et vous obtenez que ça fait moins 2 nu d de UR sur dr. Donc, en fait, ça fait moins 2 nu fois k, donc la même constante qu'on a trouvée tout à l'heure. Ça va être l'équation 4. Voilà, donc en fait, sigma zz, il vaut moins 2 mu fois k. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à trouver ce k? Eh bien, on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, la condition limite sur S-inf ou S-sup, ce qui est pareil. Cette condition limite, elle me dit que je n'ai pas de déformation, voilà. Donc, du coup, ça veut dire qu'en tout point, je n'ai pas de déplacement, par contre, ce qui veut dire qu'en ces points-là, je n'ai pas de déformation, et comme ma déformation est homogène, ça veut dire qu'en tout point, epsilon zz est une constante. Epsilon zz, je vous rappelle, ça vaut epsilon élastique plus epsilon thermique, et elle vaut 0. Ça, c'est parce que je n'ai pas de déplacement, donc suivant z, quel que soit mon point que je considère dans mon barreau. Or, vous savez aussi que epsilon zz thermique, c'est égal à alpha θ, ma variation de température. Donc ça, eh bien, automatiquement, ça va vous entraîner que epsilon zz élastique est égal à moins alpha θ. Ça, c'est un résultat assez important. Et du coup, je vais donc pouvoir calculer sigma zz.
sigma ZZ, c'est E, le module de Young, fois epsilon élastique ZZ. Donc là, je prends une autre version de la loi de comportement. Et donc ça, c'est égal à moins alpha θ fois le module de Young. Donc maintenant que j'ai fait ça, bah, j'ai juste à faire une identification entre cette relation 5 et 4. Donc, je vous rappelle, la 4, c'était celle qui était juste là. Voilà, et la 5, c'est celle qui est juste là. Donc si j'identifie, eh bien, je vais trouver en fait que moins alpha θ fois E, c'est égal à moins 2 nu K. Donc du coup, ça me donne que K, c'est égal à alpha θ E sur 2 nu. Alors, simplement, là, c'est une maniaquerie, hein, mais en général, moi, j'aime bien tout exprimer en fonction de E et le coefficient de Poisson, et pas en fonction de nu et lambda. Donc, je sais que nu, en fait, c'est E sur 2 facteurs de 1 plus nu, le coefficient de Poisson. Donc, j'en déduis que le cas que je cherche, c'est 1 plus nu, le coefficient de Poisson, facteur de alpha θ. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que là, j'ai en fait tout déterminé, ce que je pouvais déterminer. Donc du coup, je peux faire un petit résumé. Étant donné que j'ai trouvé que... alors où est-ce que j'ai trouvé ça? J'avais bah oui, j'avais UR égale K fois R. Donc du coup, je vais pouvoir écrire ce que vaut UR. Donc en résumé, je vais avoir U, mon champ de déplacement, ça va être R facteur de 1 plus nu alpha θ, donc ça c'est mon fameux K, porté par ER. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon disque, qui est donc coincé entre ces deux murs-là, eh bien, la seule chose qu'il va pouvoir faire, il va rester à la même place, mais il va se dilater. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce point qui était là, il va se déplacer là, suivant UR, porté par ER. Voilà. Donc, et ce UR, il vaut R facteur de 1 plus nu, facteur de alpha θ. Donc ça, c'est mon champ de déplacement. Du coup, je peux dire, je peux calculer du coup ce que vaut ma déformation élastique, si j'en ai besoin. Donc, il vaut nu alpha θ, 0, 0, nu alpha θ, 0, et 0 moins nu alpha θ. Ça, c'est ma déformation élastique. Donc là, je suis dans le repère cylindrique tout le temps. Je peux aussi calculer, comme je connais ma déformation thermique, du coup, je peux calculer ma déformation totale, c'est ma déformation élastique plus ma déformation thermique. Donc ma déformation totale, elle vaut 1 plus nu alpha θ, 1 plus nu alpha θ, 0, 0, là c'est symétrique, 0 et 0, 0, et là c'est symétrique. Ce 0 étant trop, puisque j'ai déjà dit que c'était symétrique. Voilà, et ça, je suis dans le repère cylindrique. Et la dernière chose que je peux calculer, eh bien, c'est, définir complètement, c'est sigma, qui est mon tenseur des contraintes, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, moins alpha θ, fois E, le module de Young. Voilà, donc là, j'ai tout déterminé, ma déformation élastique, ma déformation totale, mon tenseur des contraintes, mon champ de déplacement. Et maintenant, par exemple, une fois que j'ai ce tenseur des contraintes, je pourrais très bien calculer le vecteur contrainte que je pourrais appeler par exemple T sup ou T1, enfin peu importe. Ça va être sigma, donc scalaire, donc le vecteur normal ici c'est E3. Je ne sais plus si je l'appelais E3 ou EZ, enfin c'est le même de toute façon. Et donc du coup, une fois que j'ai ça, ensuite je peux calculer ma résultante des efforts internes, qui est égale à l'intégrale sur la surface sup de T ds. Et ce truc-là, ça me dit que ma résultante des efforts externes doit être égale à ça.
Donc, je peux calculer en fait quelle est la résultante des efforts externes qui va s'appliquer sur mon cylindre si j'essaye de le faire se dilater entre deux parois qui ne bougent pas. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose de catastrophique en mécanique, hein. C'est-à-dire, vous avez deux parois inamovibles et vous avez donc ici un joli solide qui est coincé entre les deux parois. Alors ça arrive plus souvent qu'on croit. Imaginez par exemple en génie civil. En génie civil, en fait, vous pourriez en fait avoir deux murs comme ça. Et ça, c'est un solide creux, ça s'appelle un tube, hein, voilà, comme ça. Et vous l'empêchez donc de se déplacer suivant cette direction-là. Et vous mettez de la vapeur à l'intérieur à 2500 degrés. Alors oui, la vapeur, ça peut être à 2500 degrés, en fait, ça va dépendre de sa pression. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous avez ça dans les centrales nucléaires. Ben, en fait, votre tuyau, ici, qui est entre les deux, il va se mettre à flamber et il va rompre. Voilà. Donc, ces phénomènes-là sont vraiment très, très dangereux en mécanique. C'est-à-dire que les contraintes que vous allez obtenir vont très rapidement dépasser la limite d'élasticité d'un très bon acier. Et donc, vous allez en fait casser votre tuyau si vous l'empêchez de se dilater. Alors du coup, pour éviter ce genre de problème, en général, on fait ça donc, on faisait ça dans les années 1900, hein. Entre deux murs, quand on avait un tuyau qui passait entre deux murs, eh bien, on lui donnait cette forme-là. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une lyre de dilatation. Alors, c'est assez, bon, c'est pas très beau, ça demande beaucoup de matière, mais c'est assez sioux en fait, parce que tout simplement, il se trouve que si vos tuyaux en fait essayent de se dilater, comme ils vont pas y arriver, ils vont quand même essayer de se dilater et c'est comme si on exerçait une force comme ça sur celui-là, une force comme ça sur celui-là. Mais contrairement à d'habitude, ils vont pas se rencontrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, les brins du tuyau qui sont comme ça là, eux vont travailler en flexion. Donc, grosso modo, votre lyre, au lieu d'être comme ça, je fais en schématique, hein, dans l'état initial, et bien dans l'état final, elle va se mettre comme ça. Et il se trouve que la rigidité en flexion, donc ici en fait vous êtes plutôt en flexion, la rigidité en flexion de n'importe quel matériau est souvent plus faible, pardon, il est beaucoup plus souple, donc la rigidité est plus faible que lorsque vous faites de la traction-compression. Et donc, on va utiliser ce phénomène-là pour pouvoir empêcher les tuyaux de casser. Parce que ça veut dire que les déformations vues par le tuyau vont être beaucoup plus faibles. Alors ça, c'était dans les années 1900. Depuis, on a fait des petits sauts conceptuels, mais qui sont guère différents en fait, hein. C'est qu'on a décidé de mettre des lyres comme ça en série. Mais sauf qu'on les fait de façon toute petite. Donc maintenant, vos tuyaux ressemblent plutôt à ça. Voilà. Donc votre tuyau, en fait, il est comme ça. Et ça, bah, vous savez parfaitement ce que c'est, hein, c'est ce qu'on appelle un soufflet. Est-ce qu'il y a deux F à soufflet, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui peut me dire ça? Ou il y en a qu'un? Quelqu'un qui est bon en orthographe, là? Il peut me dire là s'il y a deux F ou s'il n'y a qu'un seul F, s'il vous plaît? Vous êtes tous aussi mauvais que moi en orthographe? C'est pas possible. Non. Deux F. Merci. Je te fais confiance, hein, entièrement, hein, Denis. Il y a Dany et Jérémy, hein. Merci beaucoup. Toc, toc, toc. Donc ça s'écrit comme ça. On est d'accord. Bah, si vous voulez, je vous fais confiance. Donc ici, là, effectivement, là, si vous êtes encastré comme ça, là, eh bien, c'est tout simplement des petites lyres de dilatation qui sont mises en série les unes derrière les autres. Et c'est le soufflet, en fait, qui va encaisser la déformation élastique, la déformation thermique, et qui va empêcher, en fait, le tuyau de rompre. Voilà, donc j'ai terminé ce tout petit exercice.
On a 2 minutes, 3 minutes pour que je puisse répondre à vos questions si vous le souhaitez.